Bonjour tout le monde. Alors, bonjour Adélaïde, bonjour Robin. Bonjour. Bonjour Sébastien. Bonjour Quentin. Bonjour chers téléspectateurs. On est ravis de faire cette table ronde avec vous. On va essayer de passer une heure ensemble, un peu plus, si vous avez beaucoup de questions. Donc n'hésitez pas à poser votre question, on est là pour ça. Alors, je me tourne d'abord vers toi Sébastien. On a été contacté il y a quelques mois par la province et l'UCM pour organiser cette table ronde. On avait décidé très vite de dire, tiens, sur le thème de la digitalisation, le thème des nouvelles technologies devrait aussi être abordé. Parce qu'on trouvait qu'effectivement, la digitalisation ouvre des portes aux entreprises pour accéder à ces nouvelles technologies. Bon, on ne va pas faire de ce mot un espèce de grand mythe. Finalement, ces technologies, elles sont appropriables aujourd'hui. C'est ce qu'on a voulu amener avec les projets d'Adélaïde et de Robin, puisque vous avez justement essayé de saisir ces opportunités autour des nouvelles technologies. Et je voulais me tourner vers toi pour essayer peut-être déjà d'amener une notion, qui est cette notion d'appropriation finalement de ces technologies. Comment est-ce qu'on se les approprie ? Alors, déjà, il y a beaucoup de technologies qui sont là. Dans notre jargon, on parle beaucoup de briques technologiques. Et on parle souvent de briques technologiques qui sont sur des bibliothèques. Et donc, je trouve que l'image est intéressante. C'est un peu comme un Lego. On peut finalement concevoir un dispositif technologique, médiatique, assez facilement et avec beaucoup de guillemets. Et c'est le assez facilement avec beaucoup de guillemets qui est important. C'est aujourd'hui, on constate encore que ce soit ici dans la province du Brabant wallon ou sur la région wallonne, c'est que toutes ces briques technologiques ne sont pas nécessairement connues, ou elles sont connues, mais pas nécessairement appropriées et utilisées pour la conquête des marchés, pour une interaction avec les clients, l'interaction avec des bénéficiaires, et que c'est un vrai enjeu aujourd'hui, c'est finalement... Si je dois le dire rapidement, on voit qu'il y a des avancées technologiques qui sont très rapides, mais que les marchés et que les utilisateurs ne suivent pas nécessairement, alors que ça pourrait faciliter leur quotidien, limiter le temps de travail, accélérer les processus, augmenter la qualité, diminuer les coûts. Enfin, il y a plein d'entrées de KPI qui peuvent être apportées. Et donc, pour nous, l'enjeu, c'est justement d'accompagner cette transition digitale et numérique, justement en accompagnant les organisations, en faisant de la formation, et surtout, pour nous, et ça, c'est des cas qu'Adélaïde et Robin connaissent bien, c'est d'impliquer les utilisateurs finaux dans la construction des dispositifs de demain. Et donc, il y a plusieurs entrées possibles, mais je vais dire, l'avenir est devant nous et il faut y aller. Génial. Et, écoute, je pense que tu as dit deux choses importantes. La première, c'est, et on va revenir d'abord là-dessus, c'est effectivement, c'est sur notre territoire, ici en Brabant wallon, on a énormément d'acteurs qui maîtrisent ces technologies et qui mettent à disposition ces technologies et qui accompagnent les entreprises dans le développement de leurs nouvelles solutions grâce à ces technologies. Tu es le directeur du MIL, tu fais ça. Est-ce que d'abord, tu pourrais commencer à nous présenter le MIL ? Alors, le MIL, c'est ce qu'on appelle dans le jargon universitaire une plateforme technologique. Ça ne veut rien dire pour le grand public. Et donc, le MIL, c'est un laboratoire d'innovation média. Pour le dire rapidement, notre métier, c'est finalement d'être un peu en amont des startups, des développements techno. Et donc, on va dire, notre travail, c'est d'imaginer les médias de demain. Et quand je dis médias, c'est le tube. Ça peut être une application, mais ça peut être un dispositif en réalité augmentée, en réalité virtuelle. Mais donc, de prototyper tant les briques technologiques, et en particulier pour nous, et c'est notre accent, puisqu'on est centré sur l'humain, c'est quel va être l'usage, quelle va être la réception, est-ce que cette technologie, elle est éprouvée aujourd'hui au niveau technique, mais en fait, les personnes, ça ne les intéresse pas, ils ne voient pas l'usage qu'ils peuvent en faire, ou inversement, ça va faciliter leur quotidien. Et donc nous, c'est vraiment finalement de fournir des solutions sous forme de prototypes, mais en accompagnant tant la transition que essayer de réfléchir sur les business models et les usages possibles de ces différentes technos. Donc, tu parles d'une posture effectivement d'accompagnement au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau de la conception de projets pour des entreprises parfois plus matures aussi. Quelles sont les technologies que vous maîtrisez au MIL ? Alors, on a plusieurs verticales pour le dire rapidement, mais on est très axé sur tout ce qui est expérience immersive. Donc, qu'est-ce qu'on entend par expérience immersive ? En termes de briques techno, même si on est centré humain, c'est la réalité augmentée, c'est la réalité virtuelle, c'est la réalité mixte, mais également tout ce qui est automatisation, sous-entendu intelligence artificielle, machine learning, et tant au niveau textuel qu'au niveau image. Par exemple, comment je peux reconnaître facilement sur un flux vidéo
des visages, et donc après en faire du contenu ou simplement de la curation, ou d'autres éléments plus textuels, d'anticiper les opinions. Là, pour le moment, il y a des utilisateurs qui sont occupés peut-être à poser des questions et à discuter sur les réseaux sociaux. Nous, on va pouvoir, avec nos outils qu'on développe, pouvoir voir quels sont les mots-clés les plus utilisés. Et également, par exemple, les variations émotionnelles par rapport à certains mots-clés. Exemple, est-ce que le fait que j'exprime quelque chose comme gilet jaune est vu positivement ou négativement? Et donc, on va travailler sur ce type de dispositif à partir d'intelligence artificielle. C'est important parce que tu parles de laboratoire d'innovation média, et autour de médias, tu parles de médias classiques peut-être, si on ne peut pas encore utiliser ce terme-là, et des réseaux sociaux. Oui, alors, nous, le média, en fait, c'est vu dans la population et pour beaucoup d'acteurs comme médias traditionnels, donc la télévision, la radio, les journaux papier. On travaille avec la télévision, la radio, les journaux papier. L'exemple, un des produits qui sort de chez nous, que certains connaissent peut-être, qui est l'application Opinio, qui est utilisée le lundi, le mardi et le mercredi à la RTBF, et donc une application de sondage en temps réel. Ça, c'est nos interactions avec les médias traditionnels. Mais on travaille également sur le média, c'est-à-dire le tuyau, le dispositif médiatique. C'est quelle est, pour le dire rapidement, la séquence qu'il y a entre toi et moi qui discutons. Et là, c'est un espace, mais ça peut être une application, ça peut être une expérience dans le métaverse, on en parle beaucoup pour le moment, peu importe. Et donc, nous, finalement, on a cette entrée multiple. C'est pas que les médias traditionnels, c'est l'outil qui permet l'interaction, la ludification, l'apprentissage, peu importe. Mais donc, c'est un outil technologique, pour le dire rapidement, qui sera déployé chez nous. Super. Donc, le MIL laboratoire, où est-ce qu'on vous trouve? Alors, qui vient vous trouver? Et qu'est-ce que vous leur proposez? Alors, on nous trouve à deux endroits. Donc, il y a l'endroit historique qui est sur Louvain-la-Neuve. Donc, on est chemin des Sages 6, près de la Grand Place. Et on a un deuxième lieu d'implantation parce qu'on a tissé des accords et des partenariats sur Charleroi. Et là, ce n'est pas encore tout à fait fait, mais on va avoir des bureaux chez Digital Station à Charleroi. Mais donc, voilà, ça, c'est les deux implantations. Or, qu'est-ce que nous pouvons faire chez nous? Il y a énormément d'entrées. Ça peut être une entrée, voilà, j'ai un problème, je voudrais justement, j'en sais rien, développer une IA de construction automatique de contenu. J'ai pas la possibilité de la recherche et développement en interne. Qu'est-ce que vous pouvez faire, et vous, au MIL, là-dessus? Alors, il y a la formule la plus classique qui n'est jamais utilisée, c'est moi, entreprise, j'ai de l'argent à investir et je le donne au MIL pour qu'il le fasse, ou, qui est la formule la plus courante, puisqu'on est quand même une université, c'est quels sont les fonds publics qui sont mobilisables pour pouvoir fournir, avec par exemple une thèse de doctorat en entreprise, la technologie, l'accompagnement, peu importe. Et donc, ça, j'ai une problématique. Je suis en interaction avec l'université, et donc nous, on met un chercheur qui fait de la recherche appliquée pour répondre à cette problématique. Ou je peux moi-même faire du développement. Donc, par exemple, c'est très fréquent dans l'industrie du jeu vidéo. Je développe des jeux vidéo, je suis né sur le guidon, et en fait, à un moment donné, en réunion d'équipe, dans les sprint review, comme on parle dans le jargon, je vais me poser des questions. Tiens, est-ce que cette solution qu'on est occupé à développer, et qu'elle soit techno ou narrative, ça peut être du gameplay, ça peut être bêtement la manière dont les joueurs vont interagir dans le jeu, est-ce que c'est pertinent pour mon public cible? Donc là, la start-up, par exemple, dans les jeux vidéo, va se tourner vers nous en disant, est-ce que vous pouvez faire des tests utilisateurs qui nous permettent de voir est-ce que ce que nous avons développé et mis en place a une pertinence. Et donc, ça peut être en mode guérilla. On prend 5-10 utilisateurs, grand maximum. On les fait jouer aux jeux vidéo, et puis soit avec des systèmes d'eye tracking, de capteurs, peu importe, ou bêtement par un questionnaire qualitatif, on va pouvoir faire un retour vers les utilisateurs et leur dire, tiens, c'est appropriable ou pas. Ou... à un moment donné, on va travailler plus sur
l'amélioration des interfaces, de l'ergonomie et même système, mais ça peut être quelque chose qui est beaucoup plus long. Il y a par exemple une professeure chez nous qui travaille au MIL, qui réfléchit avec un grand groupe automobile sur l'appropriation des voitures autonomes, des interfaces de demain. Et donc là, ça ne se fait pas avec 5-10 utilisateurs, il faut vraiment segmenter. On ne va pas avoir la même proposition par rapport à des jeunes qui sont nés avec un smartphone que des personnes âgées qui n'ont pas la même interaction avec la technologie, ou en tout cas n'ont pas la même expérience utilisateur, et c'est historique. Et c'est important ce que tu dis, parce que tu parles donc d'entreprises qui ne sont pas forcément issues du secteur des médias. Non, du tout. Voilà. Du tout. Et donc nous, je veux dire, peu importe les secteurs, on connaît des secteurs où la demande est importante, ou en tout cas les besoins sont importants, et donc dit pompeusement finalement tout ce qui est l'industrie 4.0, où il y a l'importance, on réfléchit au process, à la maintenance, à comment je peux me former à la sécurité de manière virtuelle, et donc il y a des tas de problématiques, mais des acteurs avec lesquels nous pouvons travailler, et nous avons déjà des contacts, c'est les hôpitaux, les maisons de repos, les services pour personnes dépendantes, et donc l'hôpital de demain, ça sera un hôpital qui sera interactif, qui sera connecté. Si des choses qu'on voit déjà et qui sont super intéressantes, c'est des projections sur des murs d'hôpitaux, mais des projections qui permettent de faire de la médiation, de faire de la vulgarisation, de faire ce que les hôpitaux appellent l'empowerment du patient. C'est finalement l'auto-apprentissage par le patient, mais je peux avoir comme une vitre interactive sur un mur qui me permet d'avoir quelque chose qui est ludifié, qui me permet de savoir, tiens, moi, je viens d'avoir quelque chose, un diagnostic qui me perturbe, et c'est tout à fait légitime, c'est qu'est-ce que je peux en apprendre? Est-ce que je peux avoir des témoignages? Est-ce que je peux avoir des vidéos? Et donc, aujourd'hui, on met en place ce type de dispositif. Tout ce qui est lié au dossier patient, à la détection des erreurs. Aujourd'hui, un médecin, il encode des choses. Et donc, on n'est plus évidemment nécessairement, quoique à l'âge du BIC, on encode dans un ordinateur, mais on peut avoir des choses qui sont complètement paradoxales. Exemple tout bête, et je le souhaite à personne, c'est je confonds 1,0 en termes de milligrammes, ça change tout sur la dose. Et donc ça, d'avoir un système qui va détecter cette erreur, qu'une infirmière A et un médecin B et encoder quelque chose dans le dossier patient, et qu'en fait l'information soit différente, et donc de détecter automatiquement ces erreurs. Donc c'est des exemples concrets sur les choses sur lesquelles nous pouvons travailler. Et donc on n'est pas que sur des médias traditionnels, même si on travaille avec des médias dits traditionnels. J'entends dedans surtout qu'il y a une valeur ajoutée au niveau de l'expérience utilisateur. Oui. Et là je me tourne vers Robin et Adélaïde. Je vais d'abord me tourner vers Robin, parce que je sais qu'Adélaïde a déjà travaillé avec le MIL. Elle va nous expliquer pourquoi et comment. Robin, justement, cette notion d'expérience, toi, elle te parle? Oui, totalement. Donc, moi, je m'appelle Robin. Donc, j'ai créé la société Flowchase. Donc, on a une application qui permet de booster sa prononciation en anglais avec cette technologie vocale qu'on a pu développer et prototyper aussi, donc je vais en parler, qui permet d'analyser, en fait, détecter les erreurs des étudiants, en tout cas des apprenants de l'anglais, et de leur donner des conseils personnalisés. Et donc, évidemment, il y a un chemin de prototypage là-dessus, et il y a aussi toute une nouvelle expérience qu'on va créer pour l'apprentissage de l'anglais oral. Et donc, oui, l'expérience, c'est important. Et en fait, ça commence tout bêtement en interviewant des gens, en leur demandant en fait de comprendre les problèmes, que ce soit dans notre cas ici, par exemple, des professeurs d'anglais ou des étudiants, et d'avoir un BIC et de pouvoir aller essayer de lier ces problèmes à des solutions qu'on peut avoir dans notre tête. Et donc après, de créer cette expérience sur papier via des prototypes qu'on a pu le faire après. On y reviendra, parce que vous avez utilisé justement et on reviendra sur cet aspect, cette notion de prototypage, mais vous avez utilisé dans le développement de vos premiers prototypes justement une plateforme qui est la plateforme Unity, donc on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est quelque chose qui vient du monde du jeu. C'est ça, mais moi de base je suis... Alors que votre projet n'est pas un jeu. C'est ça, tout à fait. Et moi de base je suis passionné par l'éducation et les jeux vidéo, et c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai créé Flowchase. Et donc Unity, qui est vraiment une plateforme qui nous permet en général de créer des jeux vidéo, des petits jeux indépendants ou des grands jeux, nous a permis de créer avec l'Open Hub notre première version, avec laquelle on a pu aller sur le terrain, confronter ça à des professeurs et des étudiants, et en fait même avoir nos premiers clients. Et donc tout ce chemin, évidemment, c'est beaucoup de retours, d'expérience et beaucoup de tests, comme tu l'as dit. Il faut tester. Guérilla testing, en fait, simplement, c'est quand on n'a pas le temps et beaucoup de budget. Et du coup, le but, c'est de pouvoir avoir un minimum de retours de 5, 8 personnes, mais de manière assez régulière. Et donc, c'est ce qu'on a fait.
Et l'échange qu'on a pu avoir avec l'Open Hub, et même avec, donc avec le laboratoire ICTeam dans lequel on était, avec vous, et les institutions comme l'UCL Louvain ou d'autres avec qui on travaillait, ça permettait d'avoir tout ce feedback assez régulièrement pour construire notre produit. Oui. Donc oui, évidemment, c'est très très important. Oui. Et pour compléter ce que Robin vient de dire, parce qu'il parlait de Unity, mais il y a un autre logiciel qui est Unreal, et tu l'as bien rappelé que ce sont tous les deux des moteurs de jeux vidéo à la base. Mais nous, on aime rappeler que dans certains systèmes embarqués dans les voitures, et en particulier également dans les voitures de demain, il y a des moteurs de jeux vidéo. Et donc, c'est des développements qui ont été faits dans un secteur, le secteur du jeu, et qu'on voit aujourd'hui, et c'est une des grandes thématiques du MIL, parce que c'est super intéressant, on le voit avec les startups qui récupèrent des choses qui ont été approuvés, développés et vraiment qui sont aujourd'hui d'une excellente qualité dans l'industrie du jeu vidéo, et on voit que ça s'est transféré dans d'autres secteurs d'activité ici comme l'apprentissage des langues ou la voiture. Très éclairant. Adélaïde, donc toi tu es cofondatrice de Greensy, tu vas nous dire un petit mot sur Greensy et puis aussi nous dire tiens, comment est-ce que tu as rencontré le MIL et qu'est-ce que tu fais avec le MIL? Donc Greensy, on a développé un composteur d'intérieur pour les particuliers. Donc notre but, c'est de pouvoir aider un maximum de personnes à composter ces déchets organiques en les mettant tout simplement dans le composteur. Et grâce à différents mécanismes et à des capteurs qui vont aider l'utilisateur, on va pouvoir obtenir un terreau en 2 mois. Alors du coup, on a rencontré le MIL via Capinov lors du Demo Day, donc, qui était en fait un concours organisé par Capinov avec l'ensemble des startups qui avaient été accompagnées pendant du coup cet accompagnement de 8 semaines qui s'appelle le Story Camp. Et on a eu la chance de gagner le prix du jury et donc d'avoir accès au service du MIL et de pouvoir nous faire une vidéo pour notre crowdfunding, qui était en fait vraiment hyper important pour nous, cette vidéo, parce que c'était la vidéo qui nous permettait de présenter notre produit de manière ludique et hyper efficace en fait. Donc c'est comme ça. Et donc on arrive sur un point aussi essentiel et qui est un besoin pour beaucoup d'entreprises, c'est la communication. Et donc là, on voit aussi tout de suite la facilité dont vous pouvez justement vous saisir de spécialistes de la communication et qui peuvent vous emmener au-delà peut-être de l'outil qui est peut-être ici, on parle d'un format vidéo, mais c'est aussi tout le conseil et le soutien dans votre propre développement communicationnel. Oui, tout à fait, parce que aussi via l'incubateur, on avait fait un workshop justement avec le MIL pour nous aider à communiquer sous forme aussi de vidéos. Et c'est toutes des associations qui nous permettent de pouvoir avancer facilement grâce justement à des incubateurs. Ouais. Super. Donc effectivement, Capinov est un incubateur très connu ici en Brabant wallon. Ils sont basés à Nivelles. Et ça me permet justement, sans transition, d'arriver à une notion que je trouve importante dans ce que tu as dit, Sébastien. C'est la partie, finalement, ces experts sont là, ils sont à notre portée et finalement, parfois, on ne les connaît pas. Et donc, un incubateur comme Capinov développe de nouveaux laboratoires. Et on va le voir maintenant dans une vidéo présentée par Emilien Watley, qui est le responsable de ID2Move. Donc, un incubateur, il va vous expliquer la spécialité. C'est très éclairant. Ils sont excellents dans leur domaine. Et pourtant, on va le voir, la difficulté, c'est aussi de se faire connaître. Bonsoir à tous. Je suis donc Emilien Watley, le responsable d'ID2Move, le centre d'excellence pour les systèmes autonomes qui est basé à Nivelles. Alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. L'excellente nouvelle, c'est que nous sommes le centre de test le plus équipé et le mieux diversifié d'Europe. La mauvaise nouvelle, c'est que personne ne le sait, ou pas grand monde en tout cas. Et un des objectifs, évidemment, c'est de mettre Nivelles sur la carte des systèmes autonomes et de toutes les innovations qui tournent autour par rapport à la diversité des tests qui sont faisables. Alors, en très bref, les systèmes autonomes, on les classe en 3 catégories. On a tous les systèmes qui sont volants, donc souvent connus sous le nom de drones. On a les systèmes qui sont au sol, véhicules autonomes, robots, etc. Et les systèmes aquatiques. Donc là aussi, qui peuvent se mouvoir de manière plus ou moins autonome sur l'eau ou sous l'eau. Alors, au niveau d'ID2Move, on essaye de stimuler l'innovation en permanence et on le fait à plusieurs égards. La première chose, donc, c'est ce fameux centre de test qui est principalement basé dans le zoning industriel sud de Nivelles, mais on a aussi différentes antennes ailleurs, dans la province de Luxembourg et en province de Namur. Dans ces tests, dans ces zones de test, on peut vraiment y tester toute une série de choses, des nouvelles applications, des nouvelles machines, mais aussi
aussi des nouveaux capteurs, des nouveaux algorithmes, etc., qui peuvent être testés dans des conditions sécurisées sans être en contact directement avec la population, par exemple. Testés de manière sécurisée, mais dans un environnement qui se rapproche assez rapidement de vraies conditions d'utilisation. Deuxième phase, c'est toute la partie coaching. Donc, on accompagne les entreprises qui sont impliquées dans le monde du drone et qui veulent se développer à l'international, acquérir de nouveaux clients ou lever des fonds, mais aussi les entreprises qui souhaitent intégrer les systèmes autonomes dans leur développement. Donc, j'ai une activité dans un domaine XY. Le monde du drone, par exemple, est complètement distant de mon activité actuelle, mais je pense qu'il y a un potentiel pour développer une activité liée au drone ou une utilisation du drone pour améliorer mes services. Et donc, on accompagne ces entreprises dans l'intégration de ces systèmes autonomes, aussi bien sur les aspects business que sur les aspects techniques. Et là arrive la troisième phase, c'est toute la partie aussi recherche et développement. On a une relation qu'on veut très très forte avec les universités, historiquement avec l'ULB, mais aussi avec l'UCL, avec le Mons et avec certaines universités en France et en Flandre. Le but étant de créer des synergies entre les universités, les centres de recherche et les petites et grandes entreprises pour justement aller stimuler cette innovation qui va faire grandir le secteur. On estime à l'heure actuelle que 85% des applications au niveau du drone volant ne sont pas encore en œuvre. C'est-à-dire qu'il y a un potentiel de croissance qui est gigantesque, à condition de repérer ces débouchés potentiels et surtout après de mettre en relation ces entreprises qui ont des offres existantes avec des systèmes autonomes et d'autres qui sont des utilisateurs potentiels. Pour favoriser ces prototypages et toute cette création, on a aussi ce qu'on appelle le Makerspace, qui est un centre de prototypage. Et le gros avantage de ce centre, c'est de pouvoir très rapidement et à moindre coût tester un potentiel développement, une potentielle adaptation d'une machine existante, par exemple, pour déterminer si ça répond aux besoins de l'entreprise ou de son client. Et donc, ce Makerspace permet de faire de l'impression 3D, de la découpe, de la gravure, etc. Et donc, on peut très facilement tester un prototype en zone intérieure, puis passer en zone extérieure pour se retrouver dans un milieu naturel, mais dans une zone protégée, avant de faire des simulations chez le client directement, par exemple. Donc voilà les manières dont, de notre côté, on essaie vraiment de stimuler l'innovation. On est en partenariat aussi pour financer ces innovations dans un deuxième temps avec, par exemple, le pôle de compétitivité Skywind, pour ne citer que cet exemple-là, qui vont derrière, si le projet est cohérent et répond à un besoin, pouvoir, dans le cadre des appels à projets pôle, financer une partie du développement. Et là aussi, les appels à projets ne se font que de manière collaborative. Et donc, on va intégrer d'autres acteurs, entreprises et universités, pour essayer de mener à bien ce travail-là et les démarches commerciales qui s'en suivent et évidemment la croissance de l'entreprise qui est derrière. Donc voilà la manière dont nous, on voit l'innovation, et donc ce n'est pas réservé aux pilotes de drone, c'est vraiment ouvert à tout le monde à partir du moment où on a une ouverture d'esprit minimum et où on pense que le drone ou le système autonome peut amener une plus-value dans le quotidien. C'est quelque chose qui est assez intéressant. C'est une excellente soirée. Bon, merci Emilien, je pense que son propos était vraiment éclairant. J'ai juste envie j'ai envie de réagir par rapport à ça, et vous, qu'est-ce que vous entendez quand vous entendez ça? Moi, j'entends des choses que tu as dites, en fait. C'est finalement l'appropriation de technologies qui ne sont pas, ici, il l'a bien dit, pas réduites à un type d'acteurs ou d'entreprises. Et ils sont super spécialisés. Ils sont reconnus en Europe. Et ils disent que finalement, ici, à proximité, ils ont du mal justement à se faire connaître. Enfin, moi, je sais pas. Je trouve que c'est un paradoxe qui est un peu un paradoxe wallon, je ne sais pas. Il y a des tas de sociétés comme ça qui sont hyper réputées à l'étranger et beaucoup moins connues ici. Et nous, on travaille et on échange beaucoup avec, par exemple, les Dirty Bonditor, qui sont actuellement à l'exposition universelle à Dubaï. Ils font des trucs de dingue. Ils sont en Chine et en Belgique. Ils sont connus dans l'écosystème, mais ils n'ont pas la renommée. Et par exemple, on les connaît parce qu'ils ont été derrière l'expo immersive de Klimt qui a lieu en ce moment à Bruxelles. Mais voilà, et donc il y a quelque chose, il y a un nombre incalculable de pépites
et qui sont parfois méconnus sur le territoire, ce qui est dommage. Voilà. Est-ce que ce n'est pas la technologie qui est un petit peu la cause? Oui, ou la force de la WEX d'avoir réussi à exporter. Non, j'en sais rien, mais mais oui, ça peut être la technologie, et puis il y a la logique du marché aussi. C'est à un moment donné, c'est des solutions qui peuvent être onéreuses, et que donc du coup, c'est des grands comptes internationaux qui ont les moyens de se payer ce type de techno. Et donc ici, je pense qu'il faut vraiment montrer qu'il y a cette proximité avec cette technologie, ces expertises, vraiment de l'accompagnement structuré sur de l'innovation, et qui est au sens large, donc pas seulement braqué sur une technologie, avec des éléments, comme vous en avez déjà parlé, finalement, le testing, donc le prototypage, l'expérience utilisateur, et toutes ces méthodes finalement. Et c'est ce qu'on retrouve grâce aux incubateurs qu'on a sur le territoire. On a, et je pense que c'est aussi un des liens qu'on peut faire justement simplement, on parle du MIL, on parle maintenant de ID2Move, mais ici, il y a un lien, c'est un incubateur, c'est Capinov, qui a permis aussi que des entreprises puissent s'approprier ce type de service. Donc, est-ce que vous voulez réagir sur cette vidéo, Adélaïde, Robin ? Je pensais plus au fait que tu parlais du fait de se faire connaître. Et je pense que nous, quelque chose qui a vraiment été un déclic pour nous, c'est quand on a démarré notre projet, on était à l'université. Donc à ce moment-là, on ne se rend pas bien compte que le réseau, c'est quelque chose d'indispensable. Et je pense que c'est quelque chose que justement le Wincubator nous a beaucoup apporté, de pouvoir nous mettre en partenariat avec leurs partenaires qu'ils avaient. Et que c'est quelque chose qui est important à booster. Du coup, c'est ces partenariats auprès des incubateurs qui sont directement en lien en fait, avec les startups et qui peuvent du coup permettre d'avoir plus de relations, de déclics et d'aide, et que le public puisse suivre avec ça. Donc là, tu parles du Wincubator. Le Wincubator, c'est incubateur étudiant. De Louvain-la-Neuve ou même de la province du Brabant-Wallon, donc qui incube plusieurs startups justement, que ce soit jeunes diplômés. Oui. Et vous êtes tous les deux à l'incubateur. Oui, vous êtes passés. On est alumni de. Grindy est passé alumni incubateur, et toi tu. Nous, on est là depuis un peu plus d'1 an, et on est dans ce programme-là où évidemment c'est une plateforme d'échange d'étudiants jeunes diplômés, donc on s'échange sur tout sujet pour créer son propre projet, que ce soit si on est au tout début de l'idée ou si on a déjà quelques premiers clients. Et donc c'est vraiment une plateforme d'échange et de contact avec, c'est vrai, un réseau professionnel en fait. Et du coup, en fait, on se sent accompagné, et c'est ça qui est vraiment aussi ultra clé quand on lance un nouveau service ou un nouveau projet, c'est que il faut pouvoir s'entourer des bonnes personnes, et il faut pouvoir avoir ce tremplin en fait via l'écosystème. Et c'est ça qui est clé, je pense. Et puis il y a cette communauté en fait d'étudiants et de start-up qui est aussi indispensable en fait pour démarrer. Et les incubateurs sont des acteurs clés, en fait. Ce sont une excellente porte d'entrée, parce qu'en fait, ils permettent d'accéder à un écosystème qui soit technologique, comme on l'a entendu, qui soit celui d'entrepreneurs aguerris ou d'autres qui peuvent faire ce mentoring, c'est vrai. Et aussi, je pense que la communication est importante, puisque finalement, le point de rencontre entre Grindy et le MIL, c'est justement sur un besoin communicationnel. Donc, je pense que, et c'est ça la force des incubateurs, c'est de pouvoir faire le lien justement entre une approche marché, une approche technologique, et aussi finalement créer cette émulation autour de projets grâce notamment à la communication et au networking, comme tu as dit. Donc, je pense aussi à un point qui est important, c'est qu'il ne faut pas avoir peur, je pense, en tant que start-up, d'aller voir des plus grosses entreprises. Par exemple, d'aller voir le MIL, par exemple. On pourrait se dire, on n'a pas les moyens. Je pense qu'il y a toujours, comme tu dis, des fonds publics qui peuvent être débloqués. Et puis, il y a toujours aussi des coups de pouce qui peuvent être faits d'une manière ou d'une autre. Et que ça, c'est un truc important, je pense, à savoir, c'est qu'en tant que start-up, il y a toujours moyen d'être aidé, ou il y a toujours moyen de trouver une solution. Ouais, et ici, si je peux rebondir sur ce qu'Adélaïde dit, c'est qu'il y a plein d'entreprises qui sont demandeuses justement de ces interactions avec les startups, parce qu'il y a quelque chose, parfois un peu de magique, ou en tout cas il y a quelque chose de culturel qui doit transpirer entre cette culture de la startup qui est en vie, parce que des étudiants comme Adélaïde et Robin, il y en a plein sur le territoire, et justement qui veulent créer leur boîte, ils en sont la preuve, ils l'ont créé, et ils l'ont fait. Mais voilà, et cette interaction, elle peut commencer très tôt. L'étudiant, il peut faire un stage, il peut faire un mémoire-projet, et puis à un moment donné, quand ils créent comme eux deux leur start-up, cette interaction, elle apporte
autant des éléments à l'entreprise qui communiquent, et c'est des échanges d'idées parfois, hein, bêtement, des rencontres, que pour les startups qui à un moment donné, là au MIL nous en suivons une pour le moment qui a vraiment plein de potentiel, mais on voit bien qu'ils sont perdus au niveau du business model, de la rentabilité, parce que c'est pas leur mindset. C'est une startup qui vient du monde des sciences humaines et sociales, et donc qui n'a pas été formé à ça, et donc il y a vraiment des échanges qui peuvent se faire et qui peuvent être tout bêtes, hein. C'est parfois une demi-heure de discussion qui apporte beaucoup, et donc moi je crois beaucoup sur ces écosystèmes et qui n'ont plus rien à prouver tellement ils montrent leur efficacité dans les échanges. Ça, Robin, je te sens... En fait, il y a tellement de gens qui passent par les mêmes questions et les mêmes réflexions que, ouais, et tu disais, il ne faut pas avoir peur vraiment d'aller contacter les entreprises ou même des gens qui sont passés par là, et c'est vrai. Parce qu'on a tous les mêmes questions à un certain moment. Ici, moi, je fais encore juste après un focus group sur comment convaincre des investisseurs avec tous les étudiants et jeunes diplômés de l'incubateur. Parce que voilà, il y a toujours les mêmes questions qui reviennent, que ce soit marché, techno ou communication. Et donc, ouais, il faut pouvoir... Voilà, je pense que... On doit apprendre rapidement, en fait, si on veut faire avancer notre projet sur tous ces piliers. Et donc, ouais, la clé, c'est quand même d'être bien entouré et de faire le pas pour être bien entouré. C'est sur ça. Les programmes, hein, pour rebondir, ce qu'on voit maintenant dans les programmes, c'est que, par exemple, avec le CEI, on a mis en place un programme d'accompagnement start-up et PME. Donc, on essaie vraiment d'avoir ce lien entre start-up et PME, et le besoin de la PME est exactement comme tu l'as dit, c'est-à-dire qu'il y a besoin d'aller vers cette culture de la start-up aussi, d'apprendre un petit peu comment, finalement, une jeune idée dans une entreprise qui a peut-être une culture un peu plus ancienne et qui doit justement un peu aussi se challenger sur la façon dont elle doit se réorganiser par rapport à une idée qui est en train de se développer et qui chamboule l'organisation de l'entreprise. Eh bien, la start-up est effectivement extrêmement inspirante. Et donc oui, je trouve que le mélange start-up-PME est un bon mélange. Mais c'est vrai que tu parlais de mémoire. Nous, typiquement, on n'a pas du tout pensé au début à faire notre travail de fin d'études lié Lucie Louvain et Greenzy. Et puis, mon frère m'en a parlé et j'étais là, je pense pas que mes professeurs vont être d'accord. Puis je me suis dit, qui perd rien à rien. Je suis allée voir un de mes professeurs pour proposer de faire mon mémoire sur le prototypage de Greenzy et ça a marché. Et c'était génial parce qu'on avait accès à des experts en compostage et en ingénierie. Et en plus de ça, c'était des crédits gagnés. On pouvait travailler sur Greenzy et nos études en même temps. Donc des fois, il ne faut pas avoir peur, quoi. Je pense que c'est important. Mais ici, moi, je prends maintenant ma casquette d'universitaire. Le nombre de fois que je croise des responsables de TPE, de PME, voire de start-up déjà un peu plus matures, qui disent qu'est-ce que j'aurais aimé faire mes études maintenant, quoi. Et vraiment, il y a cette dynamique, il y a cette capacité de faire des études en étant entrepreneur en même temps, de créer sa start-up. Et là, je pense que les acteurs dont tu parlais jouent aussi beaucoup dans le fait de créer de l'émulation, quoi. Ces différents incubateurs, les Fab Labs, peu importe, quoi. Ils mettent une dynamique sur le territoire qui est top et qui permet de voir des pépites comme ça sortir. Et c'est top. Exactement. Je pense que, et c'est ce qu'on va faire dans quelques minutes, c'est vraiment justement essayer de mieux comprendre votre parcours, parce que vous avez un parcours, on peut dire, vous êtes des jeunes entreprises, mais les start-up, voilà, on choisit le mot qu'on veut, mais vous avez quand même acquis une certaine expérience ces dernières années, et on parle d'années, justement pour réussir à faire ce que vous avez fait, créer votre entreprise, et vous êtes passé par plusieurs acteurs, donc on a parlé des incubateurs, on a un Media Lab ici, on a peut-être ici, le drone n'était pas effectivement la technologie la plus adaptée pour vous aider à développer. Mais voilà, vous avez été vers différents acteurs. Sébastien vient d'en parler, les Fab Labs. Je suis coordinateur de l'Open Hub. On héberge le Maquilab, qui est le Fab Lab de Louvain-la-Neuve. Avec l'Open Hub, on essaie justement d'amener une dimension plutôt approche centrée sur les entreprises pour concevoir des prototypes plutôt physiques. Physique, donc ça veut dire avec aussi de l'électronique embarquée. Et pour ça, j'ai demandé à Régis, donc le responsable du Fab Lab, de pouvoir nous expliquer en quelques mots qu'est-ce que le Fab Lab et qu'est-ce qu'il propose. Je suis Régis Lombat, le responsable du Fab Lab de Louvain-la-Neuve. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Fab Lab ? Un Fab Lab, c'est un atelier de fabrication numérique communautaire et collaboratif, où on va mettre à disposition des machines comme les imprimantes 3D, les découpeuses AGEDO, découpeuses laser. On va les mettre à disposition du citoyen, de l'étudiant ou du professionnel pour qu'ils puissent réaliser leur projet. Alors,
Dans le cadre de l'Open Hub, on a développé différentes méthodologies de prototypage adaptées aux différentes phases du processus d'innovation. Donc c'est au travers de ces activités qu'on va accompagner des sociétés comme Elia, par exemple, pour faire de la co-création et du prototypage d'outils de maintenance. On va accompagner des porteurs de projets, start-up, du développement de leur idée de la phase papier-carton à une phase plus aboutie qui va les préparer un maximum à l'industrialisation. Donc si vous avez un projet, n'importe lequel, et que vous souhaiteriez le voir concrétisé, même un début de concrétisation, l'Open Hub est là pour vous accompagner dans cette démarche. Oui, donc Régis, vraiment, le manager du Fab Lab, ici à Louvain-la-Neuve. Il parle de l'Open Hub parce que l'Open Hub a aussi une salle immersive en réalité virtuelle augmentée. Donc on travaille beaucoup avec Sébastien justement parce qu'on essaie de faire du prototypage dans ces technologies-là pour accentuer finalement, pour accélérer la création d'expériences immersives. Mais Régis l'a bien dit, donc c'est se préparer à. Donc on prépare l'action, on prépare le terrain et que ce soit avec des technologies d'expérience immersive ou des technologies issues de Fab Lab, impression 3D, il l'a dit, hein, il en a même cité donc découpeuses laser, découpeuses à jet d'eau, commande numérique, etc. On voit qu'on est quand même très bien équipé. Et finalement, on a ces acteurs qui sont prêts à vous accompagner alors que les projets sont encore parfois très early stage, donc très en amont et peu matures. Et ça me fait justement rebondir par rapport à une des questions qui est posée. La question, c'est qu'est-ce que ces deux jeunes startups, donc j'imagine qu'on parle de Robin et d'Adélaïde, trouvent qu'il manque aujourd'hui pour aider les entrepreneurs débutants? C'est une bonne question. Qu'est-ce qui me manque? Peut-être. Votre silence dit beaucoup, c'est intéressant. Oui, justement. Enfin, j'avais parlé avec un entrepreneur, justement, par exemple ceux qui nous ont coachés à l'incubateur. Je pense que par rapport à eux, on a été 1000 fois plus aidés. On a eu plein d'occasions d'avoir des incubateurs, d'avoir des aides de l'université. À ce niveau-là, je pense qu'on est quand même bien servi. Peut-être ce qui peut encore manquer, c'est peut-être... je dirais que moi, quand je n'avais pas encore démarré mon projet, je trouvais que ça faisait peur de devenir étudiante entrepreneur. Ça, peut-être que je pense que c'est quelque chose qui, allez, on va dire, m'avait manqué quand j'ai démarré, parce qu'au final, on a plus démarré via un projet qui était durant nos études, et donc c'était une occasion pour nous. Mais si on n'avait pas eu ça, je pense que, ça se trouve, je ne serais pas là. Donc, peut-être plus de témoignages, je ne sais pas. En fait, ouais, moi, ce qui me manque, je pense, c'est plus de rôle modèle, en fait. Et en fait, même en termes, par exemple, de femmes dans la technologie, chose que moi, j'ai cofondé Flowchase avec Zoé Brasson, et c'est vraiment un sujet sur lequel on fait attention pour notre société, pour le recrutement, pour l'ensemble des choses qu'on veut faire, mais aussi on en discute beaucoup parce que Zoé, en tant que CEO, essaie de trouver... Enfin, c'est compliqué d'avoir ces rôles modèles féminins. Mais je pense que du coup, c'est beaucoup de conscientisation sur des profils qu'on n'a pas l'impression qu'ils vont entreprendre. Tu parlais tantôt que tu avais une start-up qui vient de sciences humaines, peut-être même de psychologie. Enfin voilà, c'est des formations où l'idée d'entreprendre n'est pas là dans les études. Enfin, on n'a pas de cours d'entrepreneuriat en bachelier ou en master quand on est dans les filiales de sciences humaines ou ces choses-là. Et du coup, il y a un grand écart en fait, de conscientisation par rapport à ça et ce qui est faisable. Et du coup, ouais, je dirais que c'est plutôt ça qui manque. Et ouais, des témoignages, c'est une très bonne idée. Et c'est vrai que je pense que quand on partage nos histoires, les gens sont vraiment curieux et un peu étonnés de, en fait, pourquoi vous, pourquoi vous êtes là, vous. Et évidemment, on est passionné par ce qu'on fait. Et du coup, les gens ils disent, bah oui, c'est évident, vous, bah oui, c'est de là depuis longtemps. Mais oui et non, en fait, parce que moi, j'aurais bien pu faire de la recherche aussi, et j'aurais pu travailler dans une agence de com. Mais non, j'ai décidé d'être entrepreneur, parce qu'au final, j'ai vu que en testant et en créant après mon projet, je me suis dit, en fait, non, je veux vraiment faire ça à temps plein. Et voilà, évidemment, il y a des risques, mais comme dans beaucoup de choses. Et donc, je pense que ce qui manque, c'est conscientiser, montrer que tout le monde peut accéder et tester de nouvelles choses. Et essayer de donner confiance aux gens, en fait. C'est vraiment ce sentiment-là où on a ce déclic entre...
Ok, oui, j'ai toujours plein d'idées. Et on peut demander à plein de gens, beaucoup de gens ont des idées en fait. Mais c'est ce côté, j'ai la confiance et un minimum de temps pour me dire, allez, je vais essayer de passer ma main, de voir si c'est chaud ou ça pique, ou voilà, je sais pas. Mais en tout cas, il faut essayer de faire quelque chose avec cette idée. Et c'est ça, je pense que c'est ça qui manque un peu. Alors, on parle de notre expérience en tant qu'étudiant, mais je pense que ça peut être aussi des gens qui veulent aller vers de nouvelles carrières, qui veulent se lancer aussi. Il y a ce côté tremblant. Mais après, évidemment, dans le réseau, on peut trouver pas mal de gens qui nous permettent d'avoir cette confiance-là. Moi, l'incubateur, par exemple, j'ai pu rencontrer mes coachs actuels que j'ai, et clairement, ça a été un accompagnement clé en termes émotionnels, au niveau émotionnel, mais aussi en termes de comment avancer dans sa boîte, etc. quoi. Mais c'est clé d'être bien accompagné. Ouais. Moi, je trouve ça super intéressant, les deux réponses, parce que ça veut dire finalement que le territoire a joué le jeu, il est là avec les dispositifs pour accompagner, soutenir et faire en sorte que des projets comme celui d'Adélaïde et Robin grandissent et voient le jour. Et finalement, la patate chaude, elle est envoyée vers nous, les universités. Et moi, je le vois. Là, les 4 jeunes femmes qui sont occupées à créer leur start-up, quand j'ai été leur dire, écoutez, votre truc là que vous avez fait dans le cadre d'un cours, c'est une pépite et il faudra en faire une start-up. Elles m'ont regardé en disant, mais il est fou, lui, de quoi il parle. Et maintenant, elles vivent le côté qui est dur et que vous connaissez du monde de la start-up et de la création d'entreprise. Mais elles ont des étoiles dans les yeux en permanence parce qu'elles trouvent que leur vie est géniale, quoi. Et donc, je pense qu'en effet, nous, université, on doit, même si on avance et qu'on a quand même pas mal changé, mais on doit agir sur notre propre culture et faire en sorte que cet esprit d'entreprise rentre. Hein. Je pense que c'est voilà le mot-clé, culture, parce que la question continuait, donc tous les liens existent-ils pour les entrepreneurs Finalement, vous répondez un petit peu oui, mais il y a autre chose, il y a une dimension qui est de l'ordre de... Parce qu'on parle de l'écosystème, vous l'avez très bien dit, justement, vous êtes rentré dans un incubateur, je suis rentré dans un univers, et là on a un coup, on voit le champ des possibles, et donc c'est vrai que finalement, ramener ceci dans une posture plus liée à l'apprentissage, c'est intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, typiquement, qui sont venues me dire moi aussi, c'est un truc que je voudrais trop faire, mais un jour. Ouais. Et je me disais, je ne vais pas les forcer à entreprendre, en soi, ils font ce qu'ils veulent, mais je ne comprenais pas trop ce qui manquait. Et c'est vrai qu'au final, ça fait quand même peur, quoi. Et je pense que c'est peut-être quelque chose, juste cette étape-là qui... d'une certaine manière rassurée. Oui, et puis on tombe sur le syndrome American Beauty. À 40 ans, on se dit, oh zut, j'aurais dû créer ma boîte. Donc le jour, c'est maintenant, quoi. Ouais. Parce que je pense que l'idée, il ne faut pas l'idée géniale, parce qu'au final, cette idée, elle va être testée, elle va changer, elle va pivoter, elle va être améliorée, elle va être challengée, elle va être pitchée. Donc au final, en fait, l'idée, on s'en fout, presque. Je veux dire, c'est pas vraiment l'idée qui fait qu'on devient entrepreneur, quoi. Et toi, c'est génial, en termes de culture, on voit que tu as intégré les mots-clés qu'il faut dire. Pivot, pitch. Revenons sur ce lexique et revenons à ce qui vous intéresse. Parce que je vous rappelle, on est aujourd'hui sur une thématique qui est la digitalisation, qui ouvre des portes évidemment vers de nouvelles technologies, de plus en plus appropriables. On a vu Régis dans son Fab Lab. C'est un endroit que tu connais bien maintenant. Oui. Tu peux nous en dire un petit peu plus et nous expliquer un petit peu comment le projet se développe grâce à justement l'accès à un Fab Lab ? Oui, tout à fait. Donc, pour nous, ça a vraiment été un moment clé dans notre projet quand on prototypait et qu'on voulait faire tester notre produit chez des personnes, en fait. Ça nous a permis de prototyper à un coût assez réduit et surtout de le faire en petite quantité. Parce que, en fait, quand on crée un prototype, on ne le fait pas directement industrialisé, c'est directement des petites quantités qu'on veut essayer de tester, améliorer directement, donc qu'on puisse faire une découpe et puis le lendemain, on voit qu'elle n'est pas bien, on refait la découpe et on veut que ça puisse être accessible. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment ce qui est génial avec l'Open Hub, c'est qu'on peut venir le faire soi-même, on peut avoir les conseils de Régis qui peut nous dire non, en fait, ce que vous allez faire, ça ne va pas du tout marcher, je propose de tester plutôt cette solution-là. Et qu'en fait, c'est l'endroit aussi pour
où en fait on a l'occasion d'avoir plein d'outils en fait. Parce que c'est ça qui bloque vite quand on veut essayer de créer quelque chose soi-même. C'est qu'à part aller chez Brico et pouvoir acheter des planches et pouvoir couper facilement quelque chose, on est vite bloqué. Donc je pense que c'est l'endroit rêvé en tout cas pour pouvoir créer quelque chose d'un peu original. Mais les Fab Labs, c'est génial, hein, parce qu'on est parti finalement d'une culture du garage où on allait chez Brico et on faisait chacun chez soi, à une culture du hangar où tout le monde vient et peut prototyper. Et donc je trouve que le concept du Fab Lab et qu'il en ait plusieurs à disposition, c'est une ressource exceptionnelle. Hein. On nous a déjà dit plusieurs fois, pourquoi est-ce que vous achetez pas une imprimante 3D? Là, c'est pas pour les 15 pièces ou même 30 pièces qu'on a imprimé, autant aller directement à un endroit qui l'a et qui est disponible pour tous. Ça sert à rien d'investir, surtout quand on est une start-up. On n'a pas beaucoup de moyens, donc si c'est pour acheter chaque machine qu'on va utiliser. Alors moi, j'entends deux choses. J'entends mutualisation des ressources, donc tu viens d'expliquer en disant que ça ne sert à rien d'acheter soi-même, et donc heureusement qu'on a ces espaces à disposition qui vous proposent des technologies, et on parle du MIL, on parle du Fab Lab, on parle d'ID2Move. Donc ça, je trouve que c'est vraiment très, très important. Donc cette mutualisation des ressources, c'est optimisé. Et elles sont là sur le territoire, on les voit, elles sont proches, et c'est ça qui est une richesse, en fait, pour toute start-up qui veut se lancer. Et la deuxième chose, c'est, tu l'as dit très bien, il y a la notion de do it yourself, donc de tester soi-même, de faire les choses soi-même, etc. Mais on peut quand même, je trouve aussi, dans les Fab Labs, aller vers la notion de le faire ensemble. C'est-à-dire que je viens pour mon projet, mais je vois un autre projet, et on va s'entraider. Et donc là, on est aussi sur la mutualisation des ressources humaines. C'est-à-dire que les gens vont s'entraider. Et donc, dans ce genre d'espace, il y a cette notion d'entraide. Et qui, pour moi, rejoint un petit peu ce qui a été dit à un moment. Comme tu l'as dit, Robin, la rencontre, les contacts qu'on fait. Mais ça va au-delà de qu'est-ce que je fais pour toi, etc. C'est vraiment, on va s'aider. Et je trouve que c'est un beau message aussi. Donc finalement, ces technologies, c'est un prétexte pour faire des choses qui sont totalement à notre portée. L'appropriable, du coup, au final, elle va avoir la forme qu'on va lui donner. Enfin, tu disais c'est des briques technologiques, ben oui, parce que soit c'est des briques, elles sont là, mais il faut pouvoir refaire sa propre forme. Oui, et c'est comme la musique, les notes sont là, mais après, qu'est-ce que tu en fais? Et donc c'est justement votre talent d'arriver à prendre deux briques qui a priori n'allaient pas ensemble, de les mettre ensemble et d'en faire quelque chose. Et quelque chose qui est rentable et qui vous permet... sky is the limit. Pour revenir sur alors un petit témoignage, parce que je trouve qu'il est assez éclairant. On a, grâce à la province, la possibilité d'aller dans les écoles. Donc je reviens sur cet aspect culturel de l'apprentissage. Donc on a la possibilité d'aller dans les écoles de la province en 5e et 6e primaire avec un Fab Lab mobile. Et on les sensibilise justement à tout ce qui est cette approche des nouvelles technologies. Donc commande robotique, utilisation d'une découpeuse laser, et ça marche très très bien. Et ça, en fait, c'est parti d'une histoire, c'est-à-dire qu'il y a 7 ans, on a lancé un cours avec des professeurs de l'UC Louvain, où on accueillait principalement des étudiants ingénieurs de dernière année, mais pas que, puisque Robin, je sais que tu es passé par là aussi. Communication, donc, et voilà, c'est ton background. Et en fait, dans ce cours, on a commencé à amener la prise en main du Fab Lab, puisqu'on commençait à l'avoir à disposition dans les locaux. Et on s'est dit, mais en fait, c'est incroyable, ça devrait s'apprendre beaucoup plus tôt. Et voilà, c'était il y a 7 ans. Et aujourd'hui, 7 ans plus tard, on est en 5e et 6e primaire. Donc, évidemment, moi, j'avale ce que vous dites, parce que je pense réellement qu'il y a encore moyen d'amener d'autres aspects technologiques qui vont aussi travailler sur de l'apprentissage transversal, parce que c'est surtout l'approche par projet, on travaille en groupe, enfin, il y a énormément de choses qui se créent autour de ces éléments. Voilà, ça c'était pour le petit témoignage. Une autre notion clé, je pense, qui est vraiment importante dans le développement de vos projets, c'est le prototypage. Donc vous en avez déjà parlé beaucoup, mais est-ce que vous pourriez aller un petit peu plus loin? Parce que j'ai l'impression que ça aussi, ça fait partie de la culture d'apprentissage. Aujourd'hui, c'est un mot qui devient presque commun. Pour nous, j'avoue que ça a été une découverte du début à la fin. Je me souviens encore quand on a voulu du coup prototyper le tout premier dans le cadre de notre mémoire. On s'était dit, OK, on va directement le faire parfait, il sera déjà beau, des bonnes ingénieurs qui n'ont rien compris. Du coup, on est pu repartir à zéro et faire d'abord un premier prototype hyper... simple, vraiment basique, où on testait déjà en fait les premiers principes de notre produit. Et ça a été honnêtement vraiment un réel apprentissage pour nous, de pouvoir tester plein de trucs en plus
on l'a rendu hyper modulable pour justement changer facilement les pièces. Et après ce premier prototype, arrivé le second prototype, puis le troisième prototype. Et puis là, on arrive enfin à notre quatrième prototype qui, lui, à l'aspect design, est vraiment beau et est là vraiment pour pouvoir vendre le produit. Mais ça a été énormément de développement et de tests, d'erreurs, essais-erreurs, ouais, pour finalement arriver à un produit final. Et je pense que c'est quelque chose que, quand on ne s'y connaît pas du tout, alors qu'on pourrait se dire qu'en étant ingénieur, c'est des choses qu'on aurait pu un peu sentir ou en tout cas le savoir. En fait, pas du tout. Qui, en fait, sont indispensables pour réussir à en fait, arriver à un produit de manière lean. Enfin, essayer de vraiment tester avec des matériaux qui sont les moins chers possibles, en fait, essayer de le faire de manière pas chère, rapide et efficace, quoi. C'est très compliqué à combiner, évidemment, quand on a nos idées et qu'au final, on veut exactement le meilleur produit directement en main. Et je pense que là, c'est culturel parce que, en fait, on a peur de cet échec, de dire « Ah, les gens, ils n'aiment pas au final ». Mais moi, si je raconte, je pense que le prototypage chez nous, chez Flowchase, c'est fait plutôt en 4 étapes. La première, c'est que moi, je suis rentré sur ce projet spin-off à l'UCL Louvain, dans le bureau de Benoît Mac, et où on a pu avoir accès à cette première technologie qui analysait la voix des étudiants et pouvait en fait aller détecter ce qui n'allait pas en termes de prononciation. Alors évidemment, c'est un gros sujet parce qu'il y a autant des notions en linguistique qu'en technologie qu'il faut pouvoir maîtriser pour faire ça. Donc la première étape, c'était qu'est-ce que peut faire la technologie pour aider les étudiants au final. Donc décortiquer le genre d'analyse qu'on veut faire sur une voix. Et là, pas encore de plateforme, pas encore de retour à étudiants. Mais c'était vraiment la première étape. Deuxième étape, je pense que c'est une rencontre avec Zoé Broisson, qui est évidemment linguiste. Et on travaille pour l'apprentissage de l'anglais, donc c'était évident. Et donc ce côté-là, c'est qu'on a... donc la partie du prototypage qui est ultra importante, c'est de pouvoir rencontrer des gens, en fait. C'est de simplement avoir un bic, quelques feuilles, d'aller poser ces questions à nous, c'était directeurs, directrices d'école, des professeurs d'anglais, évidemment, et des gens qui voulaient apprendre l'anglais. Et donc, oui, on est arrivé à 10, 30, 40 personnes, et là, on commençait vraiment à comprendre les problèmes des gens et se dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ? On sait qu'on a ces technologies, oui, on sait maintenant un peu leur quotidien et comment ils veulent apprendre aussi et qu'est-ce qu'ils font dans une semaine typique. Et du coup, c'est là où on a pris un crayon et on a dessiné voilà, en storyboard, c'est limite ça, hein, ces 3 images de voilà, un étudiant, il pourrait l'utiliser comme ça. Ou alors, et puis on mettrait à chaque fois une autre idée sur chaque feuille. Et là, en fait, on n'avait encore rien, hein, c'est vrai, mais c'est une partie du prototypage qui nous permettait de se dire, on connaît les gens, on les a interrogés, simplement pour les comprendre. Et après, on a mis ça sur papier, on s'est dit, OK, maintenant, on a peut-être une quinzaine d'idées vers quoi on va, il faut faire un choix, mais au moins, on pouvait se baser sur les données qu'on avait récoltées. Troisième étape, c'est le travail avec l'Open Hub, évidemment, parce que là, on est passé du papier à notre premier prototype, qui était une application mobile. Où on a pu vraiment intégrer un premier programme d'apprentissage. Ce n'était pas le plus complet, mais c'était celui qui permettait de montrer la vision aux professeurs et aux étudiants. Et donc avec Unity, dont on a parlé tantôt, on avait ce premier parcours avec des activités ludiques qui permettaient d'entraîner son oreille à l'anglais, mais aussi sa voix. Et cette technologie qui vient analyser et donner ce premier feedback de voilà, l'accent dans le mot, on l'a mis à cet endroit-là, mais il fallait le mettre sur l'autre. Et on connectait ça avec ce qu'on fait maintenant, des conseils personnalisés. Donc ouais, cette première étape, et après, elle était clé, parce que avec le hub, c'était vraiment le but, c'était de pouvoir vraiment faire un test beaucoup plus à grande échelle, et c'est là où on a pu avoir plus de 200 étudiants à l'UCL, vraiment l'utiliser sur 3 mois, avoir un maximum de retours. On a passé des questionnaires aux professeurs, aux étudiants. Donc c'est tout ça le prototypage en soi. Et toute cette expérience nous a permis de, je veux dire, la quatrième étape, mais bon là c'est avec toute l'expérience qu'on a depuis l'année 2020 et maintenant toute l'année 2021, c'est qu'on a enfin maintenant une application qui est sur le marché, avec qui maintenant on travaille avec des institutions en Belgique et en France. Voilà, le prototypage, ces 2 dernières années, ça a été peut-être 4-5 prototypes pour arriver vraiment où on en est maintenant. C'est-à-dire évidemment avec cette notion de design, en tout cas quelque chose qui est facile à utiliser,
mais qui est aussi avec beaucoup plus de contenu d'apprentissage et avec une meilleure technologie aussi, parce qu'il faut avancer sur tous les plans. Donc c'est ça, le prototypage, c'est une vraie aventure. Et ce que je trouve vraiment, et c'est ce que disait d'ailleurs Régis, c'est le côté papier-carton. Moi, je me souviens très bien de vos grands tableaux, panneaux, avec vos feuilles que vous déplaciez, etc. Et puis, il y a eu l'application, il y a eu le développement, puis il y a eu la levée de fonds aussi, qui a permis de lever pas mal de choses. C'est pas du prototypage, mais en tout cas, la levée de fonds qu'on a fait, nous, c'était en décembre 2020. Et la levée de fonds, c'est grâce aux premiers prototypes qu'on avait, on a pu avoir nos premiers clients, on a pu vraiment avoir notre vision beaucoup plus claire en fait, sur la vision qu'on voulait avoir sur les 3 voire 5 prochaines années, et aussi l'équipe qu'on voulait avoir. Et donc cette levée de fonds, on avait pu convaincre les investisseurs d'investir sur nous, et maintenant on a pu créer vraiment Floatchase. Maintenant je vois Floatchase vraiment avec cette équipe, parce que maintenant on est 6. Et il fallait tout ce chemin-là de prototypage, d'interview, de rencontres, de réseau pour arriver à ce point-là. Maintenant, avec nos premiers clients, et évidemment, toujours pour penser plus loin, parce que nous, dans notre domaine, l'apprentissage de l'anglais, c'est très international, donc notre but, c'est évidemment partir un maximum. Voilà. De ton côté, je vois très bien le papier carton et puis l'évolution, et donc ça c'est vraiment très bien. J'étais vraiment très fort. Vous, chez Greensy, je me souviens plus du premier. On avait réutilisé des chutes que Lucé Louvain avait dans son atelier en mécanique. C'était des gros tubes en acier qui avaient été coupés, ajouté des plaques, puis c'était affreux, mais hyper efficace, quoi. On avait le volume qu'il fallait, on a pu utiliser des différents mélangeurs, on a pu mettre des capteurs. Bref, en fait, il fallait le strict minimum pour y arriver, quoi. Mais il était juste avec des reprises de matériaux pour... Il a jamais bien marché. Non, malheureusement, on a eu pas mal de bons résultats, mais il y a eu aussi pas mal d'échecs qui fait qu'on a fait le prototype 2, quoi. On a continué. Mais c'est vrai qu'un point que tu as bien soulevé, Robin, c'est le fait de le faire tester par des personnes. Et je pense que c'est là qu'on a vraiment eu un tournant essentiel. C'est après avoir fait tester notre prototype, qui était toujours pas très beau, mais auprès de 12 foyers, où là, on a eu énormément de retours, aussi des retours des enfants qui l'utilisaient. On a pu aussi, évoluer dans notre communication, de voir en fait comment les gens le voyaient. Et c'était un vrai atout de pouvoir venir chez eux, voir comment ils l'utilisaient et qu'est-ce qu'il fallait améliorer. Ça, je pense que c'est indispensable de le faire tester avant de continuer à utiliser avant de créer quelque chose qui coûte vraiment cher, quoi, on va dire. Moi, je trouve que, après moi, c'est mon dada, mais c'est ce que je trouve le plus motivant, en fait. J'ai beau avoir passé évidemment beaucoup de temps à travailler là-dessus, toute l'équipe. Quand on le voit, quand on interviewe après des gens qui l'ont utilisé, c'est une énergie en fait un peu magique, quoi. Donc on a juste envie d'aller plus loin, et donc ça c'est unique, et évidemment c'est pour ça qu'il faut avoir ce contact avec les gens. Le premier prototype quand même, c'est un peu une mise à nu, quoi. On dit oui, on va le faire, il n'y a aucun problème, peur, hein. C'est pas parfait, on va le présenter, puis au fait le jour où il faut le faire, on se sent mais complètement démuni, quoi. Moi, je me souviens qu'on avait vraiment peur. On l'avait dans la voiture. On était là. Oh, et si ça casse? Et qu'est-ce qu'ils vont dire s'il y a ça? Et puis on était là. Bon, on va les prévenir qu'il n'est pas parfait, qu'on peut revenir dans la minute s'il faut pour réparer quelque chose. Mais en fait, c'est quand même effrayant au final, parce que c'est des années de travail et puis on a leur retour direct. Mine de rien, ça fait un peu peur. Et là, ce qu'on peut nous rajouter avec toute l'expérience qu'on a, c'est que globalement, les gens sont hyper bienveillants. Et donc, c'est clair que ça fait peur, parce que c'est un peu votre bébé, quoi. Et donc, vous le soumettez au test. Mais de manière générale, les gens qui ne réceptionnent pas positivement un test utilisateur, ils sont assez rares. Et je trouve ça super, parce qu'il y en a parfois qui viennent avec la liste de courses de tout ce qui ne fonctionne pas, mais qui terminent en disant... Mais c'est vraiment pour vous aider, quoi. Et certains vont même dire, j'ai vraiment été chercher la petite bête pour pouvoir vous aider. Et donc, c'est super, et c'est ça qui donne le coup de kick, et qui fait que vous arrivez à avoir, in fine, un produit ou un service qui est top et qui répond aux besoins utilisateurs. Et quand on voit des entreprises, il y en a des énormes qui n'ont pas fait ces tests utilisateurs, et on a tous connu cette situation, de se dire, tiens, qui a inventé ce truc-là? À quoi ça sert? Ou pourquoi ils ont fait cette solution-là, qui est complètement, a priori, contre-intuitive? Et j'ai envie de dire, il aurait fallu juste faire un test utilisateur avec 2 utilisateurs pour se rendre compte que peut-être il y avait 100 000 € d'investissement qu'on pouvait laisser... C'est pour ça qu'il faut vraiment le faire au plus tôt. Et nous, il y a vraiment des fonctionnalités qu'on avait
penser de manière logique sur ce qu'on connaissait de la recherche en linguistique et d'autres choses. On s'est dit, bah oui, on va le mettre, faisons-le. Et en fait, au final, on l'a retiré maintenant, parce qu'au final, les retours n'étaient pas intéressants par rapport à cette fonctionnalité. Et donc, c'est vrai que ça permet de mettre les priorités aussi, quoi. Donc oui, après moi c'est mon rôle aussi chez Flowchase de faire ça, donc c'est quelque chose que j'adore de pouvoir recruter des utilisateurs, ce côté très pratique, et cette rencontre en fait à mettre en place, et donc ouais, c'est ultra pertinent. Et ce qui est top en tout cas dans votre processus, tant chez Adélaïde que chez Robin, c'est que ils acceptent les retours négatifs, ils l'intègrent et ils rebondissent là-dessus. Et nous le voyons de temps en temps, malheureusement, des start-upers qui n'arrivent pas à entendre le retour utilisateur et qui sont convaincus et qui, à la limite, vont essayer de convaincre, ce qu'il ne faut absolument pas faire. Ici, on l'entend dans leur expérience, c'est compliqué d'aller vers l'utilisateur, c'est compliqué d'avoir le retour, et puis pivoter, comme Adélaïde l'a dit, pour pouvoir justement avoir une solution qui est top à la fin, quoi. Étonnamment, je trouve que c'est compliqué d'arriver, mais les retours, par contre, je ne trouve pas ça difficile de les entendre. Parce que culturellement, vous êtes là-dedans. En tout cas, Ouais, ça, c'est... Ouais. Et ça, il faut le souligner. Et surtout, nous, on arrivait en disant vraiment, surtout, n'hésitez pas, détruisez-le s'il le faut. Le tout, c'est qu'on sache ce qui ne va pas, quoi. Et je me souviens qu'il y en avait qui nous disaient, vous êtes sûr que ça, on peut? Là, surtout, s'il casse, c'est encore mieux. Limite, au moins, on sait que ça ne marche pas, quoi. Ici, une question qui était posée, je trouve qu'elle est intéressante, c'est aussi, finalement, parce qu'on vous entend et vous apportez vraiment des conseils éclairants par rapport à ce qu'il faut faire, mais qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, justement? Je pense que ce qu'il ne faut pas faire, c'est partir tout seul. Okay. C'est surtout penser que tout seul, on va y arriver. Je pense que ça, c'est vraiment important. Dans le sens, tout seul, c'est... en équipe ou avec l'écosystème? Non, c'est avec l'écosystème. Mais c'est tout, c'est avec les utilisateurs. C'est le fait de penser qu'on a une idée et qu'elle peut fonctionner sans être challengée. Parce que c'est ça qui, en fait que l'idée, comme je disais, l'idée, on s'en fout. Ce qui compte, au final, c'est le parcours et c'est le final, quoi. Parce que, en fait, oui, une idée, c'est pas intéressant si elle n'est pas challengée, si elle est pas, s'il n'y a pas de retour marché, quoi. Donc, ouais, partir tout seul sans... c'est pas une bonne idée. Et toi, Robin? Ouais, j'aurais d'office dit, premièrement, c'est ça, c'est de ne pas être seul, de ne pas être isolé. Et du coup, lié à ça, je dirais, il ne faut pas sous-estimer les personnes avec qui on va travailler, en fait, dans son équipe. C'est crucial de bien s'entourer de coachs, mais dès qu'on a quelqu'un dans son équipe, c'est crucial de trouver la bonne personne. Alors, c'est facile à dire, mais c'est vraiment quelque chose qui change tout. Parce que du coup, si vous êtes une personne, vous êtes deux, et du coup, ça fait 2 fois plus de choses qui sont possibles, mais il faut aller dans la bonne direction, et du coup, il faut s'entendre extrêmement bien avec cette personne. Et donc, ouais, s'associer, en fait... Donc si j'essaye de reformuler, qu'est-ce qu'il ne fallait pas... Qu'est-ce qu'il faut pas faire, c'est s'associer avec n'importe qui, ouais, évidemment. Parce que c'est clé d'avoir les bonnes personnes et de pouvoir tout échanger, de pouvoir pas avoir de problèmes de communication dans une équipe, même rien que de 2. Donc ouais, ça c'est clé. Et ça, pour revenir à la première question, dans l'écosystème ici du Brabant Wallon, vous avez eu des conseils justement sur cette logique d'association et vous avez pu être soutenu dans cette logique du bon choix ou... C'est difficile à dire. Oui, je dirais que de manière générale, les coachs vont donner... Enfin, en tout cas, je parle surtout pour les incubateurs. Les coachs vont pouvoir donner des idées. Je me souviens que, par exemple, Eric, qui nous aidait à l'incubateur, m'avait prêté un livre. m'avait prêté un livre de comment recruter, justement, que je trouvais hyper intéressant, mais ça n'empêche que c'est hyper difficile. Et nous, au final, on voulait intégrer, parce qu'on est 3 fondatrices de base, mais on est 2 à travailler à temps plein, et on voulait intégrer une 3e personne dans la communication. Et en fait, c'est vraiment difficile. Et aussi parce qu'on est une start-up et qu'on n'avait pas la possibilité de payer non plus un salaire normal, on va dire. Et donc, en fait, on s'attend à essayer de trouver quelqu'un qui va vouloir faire les mêmes sacrifices que nous. Or, c'est impossible. Quand on arrive dans une équipe qui est déjà dedans, et puis du coup, on essaie d'un peu baisser les attentes. Ouais. Enfin, en fait, c'est vraiment difficile. Je pense que c'est pas donné à tous de trouver d'autres
si pas cofondateurs, personnes qui rejoignent le projet par la suite, qui matchent super bien. Mais je pense que, par contre, comme dit Robin, c'est hyper important, si ça ne marche pas, tant pis. Parce que ça ne sert à rien de partir avec la mauvaise personne. C'est ni un cadeau pour nous, ni un cadeau pour l'autre personne. Ouais, et puis on vit beaucoup d'émotions, évidemment, pendant toute cette aventure. Et du coup, l'émotion de quand on n'a pas ce fit avec les gens avec qui on est engagé ou les gens avec qui on s'est associé dès le départ, c'est vraiment beaucoup d'émotions qui nous ralentissent, en fait, et qui nous remettent en question vraiment le projet. Évidemment, on remet en question le projet, c'est vital. Mais c'est vrai que si on s'associe mal, ça peut être vraiment très compliqué sur le moral, en fait, tout simplement, parce qu'on est juste humain. Mais ce que tu disais par rapport à tes questions, moi, oui, on a quand même pas mal de conseils sur comment identifier comment les personnes fonctionnent. Ça peut paraître un peu bête de se dire on va faire des tests de personnalité, mais en fait, c'est juste un guide et c'est pas une science exacte, mais c'est juste une manière de pouvoir être guidé sur comment la personne attend de comment on va communiquer avec elle, de la manière dont elle va gérer son temps, de la manière dont elle est organisée ou plutôt créative, ou ces choses-là. Évidemment, on est toujours un peu de tout dans cette personnalité, mais on voit, et nous, dans notre équipe, on utilise un outil qui permet d'identifier la personnalité des gens, et on sait plus ou moins, en fonction de avec qui on travaille, avec qui on communique, la manière dont on peut convaincre les gens, en tout cas leur amener les informations, en fait. Et ça c'est clé aussi, et je l'ai appris, je l'ai appris dans l'écosystème. C'est un outil que j'ai eu et qu'on s'est échangé à l'incubateur, mais en fait, même en parlant dans le réseau avec d'autres entrepreneurs. En fait, non, on l'avait carrément fait pour notre équipe. Comme on est toutes les deux ingénieurs civils, on peut se dire, deux profils similaires, il va falloir qu'on se répartisse un peu les rôles. Et on l'avait utilisé justement pour voir, parmi toutes les tâches qu'il y a dans une start-up, qui sont plutôt multiples, qui va prendre quoi. Et en fait, ça nous avait quand même pas mal aidé, justement, par exemple, Laetitia s'occupe plus du marketing et de la partie digitale, parce que c'est quelque chose qui correspondait beaucoup plus à son profil, et moi, plus la partie commerciale, plus on stage. Enfin, c'est tous des éléments, je pense, qui peuvent aider, en effet. Après, ça ne veut pas dire que les gens, du coup, vont se couper de ces tâches-là. Je pense que tout le monde... À un moment, tout le monde doit tout faire. Ouais, c'est juste qu'en fait, on sait quand les gens vont se fatiguer plus vite. En fait. C'est ça qui est intéressant. Et moi, je sais où je me place par rapport à ces personnalités. Je sais qu'avec Zoé, ma cofondatrice, on est totalement à l'opposé. Et du coup, on est vraiment très complémentaires sur ça. Et du coup, on rigole un peu de nous et de nos réactions parce qu'on sait qu'on a tel type de réaction, soit de plus carré ou soit de plus « Ah non, mais qu'est-ce qu'on fait dans 6 mois ?» Enfin, voilà, c'est ces choses-là qu'il faut savoir et identifier dès le départ, et ça aide vraiment. Ouais. Mais c'est vraiment un côté plus humain. Parce que c'est très humain, en fait, comme aventure. À recruter, je pense que... Ouais. Et recruter même par la suite, oui, évidemment. Ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on essaie d'aborder, alors on va y revenir aussi un petit peu, c'est ces nouvelles technologies, mais finalement, quand on vous écoute, l'enjeu, il n'est pas là. L'enjeu, elles sont à disposition, vous avez réussi. Tu le disais toi-même, voilà, tu as un background de communication, Zoé, c'est une linguiste, mais vous avez été, à un moment, mis en contact avec cette brique technologique et que vous avez finalement bien exploité parce que tout à fait. On pouvait faire plein de choses avec cette brique technologique. On pouvait faire plein de choses avec cette technologie, mais je pense que nous, on est dans le milieu de l'éducation. Évidemment, avec le Covid, il y a eu beaucoup de changements sur la manière dont les pratiques pouvaient être changées avec ces outils numériques. Et je pense que, nous, ce qu'on fait, et je pense que c'est la clé, c'est que, évidemment, il y a toute cette tradition et cette manière d'enseigner classique. Et nous, en fait, l'outil, il a vraiment été réfléchi pour qu'il complémente le rôle du professeur, en fait. Et c'est ça qu'on voit sur le terrain. Et en fait, pourquoi on a créé ça? Parce que ça vient toujours des interviews du départ, des 40 interviews. Parce qu'on a vraiment compris que si on excluait en fait le professeur des outils numériques et qu'on faisait un truc que pour les étudiants, on allait perdre en fait les professeurs par rapport à ça. Et c'est tout à fait normal parce que en fait eux ils ont cette richesse de pouvoir enseigner, d'être sur le terrain, de connaître leurs étudiants. Il ne faut pas juste créer une technologie qui fait la même chose. Il faut faire une technologie qui fait ce qu'ils n'arrivent pas à faire en termes de temps et de ressources. Et c'est pour ça que nous on est principalement sur l'oral au niveau de l'anglais parce que la problématique générale, c'est 30 élèves dans une classe, on n'a pas le temps de travailler sa prononciation chacun, les étudiants n'ont vraiment pas le temps de parler plus de quelques minutes en classe. Donc évidemment, nous, on offre cette zone-là avec l'application
aux élèves pour qu'ils puissent avoir cette zone de confiance, travailler eux-mêmes sur leurs propres erreurs. Et après, on a vraiment créé cet outil pour les professeurs qui est un manuel qu'ils connaissent bien, hein, parce qu'ils utilisent des manuels depuis très, très longtemps. Mais nous, on a créé un manuel qui est lié à tout ce que les étudiants vont apprendre dans l'application. Et tout ça, on l'a découvert via nos interviews, avec le test, voilà, en faisant beaucoup de tests. Et l'application mobile qui est digitale, avec cette technologie d'intelligence artificielle qui est voilà, très développée, aussi importante que ce manuel et cette complémentarité en fait, pour les professeurs. Parce que le manuel permet d'avoir quelque chose de physique pour les professeurs, quelque chose qui permet de structurer la manière dont ils vont enseigner. Et donc, en fait, on est dans l'hybridation et qui est en fait, évidemment, du coup, la tendance qu'on a pu voir ici dans l'éducation suite à toute la période du Covid. Et donc, on est vraiment un outil hybride et on pense vraiment que c'est la clé, quoi. C'est en fait ce triangle entre étudiants, professeurs et technologie. Et qu'il n'y en a pas un qui efface l'autre, ils sont ensemble. Quoi. Voilà. Ça, c'est plutôt dans notre domaine, mais voilà. Et puis l'entrepreneurial, chez l'étudiant, chez le professeur aussi. Oui. De ton côté, vous êtes 3 ingénieurs. Donc vous aviez quand même une certaine assurance sur la façon dont vous allez pouvoir développer techniquement votre produit. Est-ce que quand tu entends Robin qui parle d'expérience utilisateur, de vraiment de s'approcher essais-erreurs, est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait naturellement ou il a fallu l'apprendre? Ça, je dirais pas. Le fait, je dirais que c'était assez naturel. Par contre, je pense que le fait de créer un produit, étonnamment, même en étant ingénieur, en fait, on nous apprend à faire de la recherche, beaucoup. Et je pense qu'on ne nous apprend pas spécialement à créer un produit. J'étais assez à l'aise de typiquement travailler avec un Raspberry Pi que je n'avais jamais utilisé, de tester des capteurs, parce que ça, oui, c'est quelque chose que j'ai appris. Mais par contre, comment rendre le produit industrialisable, comment rendre un produit qui ne va pas coûter super cher à la production, aucune idée, quoi. Or, ça fait partie du process pour arriver à un produit. Par contre, l'essai-erreur, en fait, je dirais que c'était assez naturel parce qu'on le voyait directement, on crée un truc, ça ne marche pas, on va le refaire et ainsi de suite. Du coup, peut-être aussi dû à nos études parce que je pense que quand n'importe quel projet, on était obligé, si ça ne marche pas, de retester et ainsi de suite. Mais là, tu parles d'essai-erreur sur la fonctionnalité du produit. Ah oui. Tandis que sur l'usabilité, pour... est-ce que vous... Non, pas du tout, justement, c'est ça. Est-ce que vous avez, à un moment, réussi à vous dire, OK, on arrive à développer ça intramuros, est-ce qu'on arrive à sortir avec notre prototype rapidement et voir ce que les gens en pensent, en fait? On essaie de le faire le plus rapidement possible, mais ce qui était assez difficile, c'était de le faire tant que la fonctionnalité était encore très immature. Donc on l'a fait dès qu'on a pu, en fait, dès qu'on savait qu'on n'allait pas mettre entre les mains un prototype qui répondait à l'opposé de ce que les utilisateurs avaient besoin. Parce qu'au début, clairement, quand on a fait notre premier produit, on a réussi à faire un compost sans odeur la première fois, la deuxième fois, ça puait. On n'allait pas mettre ça dans la main des utilisateurs, alors que notre devise, c'était réaliser un composteur inodore pour l'intérieur. Donc ça, c'est vrai que ça a été au début un petit peu touchy de quand est-ce qu'on allait pouvoir la mettre dans les mains des utilisateurs. Et ça, je me souviens que c'est quelque chose Maud, qui nous accompagne à Capinov, nous a beaucoup aidé de quand c'était vraiment le moment pour arriver et de nous pousser à le faire. Parce que c'est vrai que je pense que sinon, on aurait été très vite, on aurait très vite tendance à toujours le tester nous jusqu'à ce qu'on est sûr que ce soit OK. Du coup, je pense que c'est quand même difficile de... Après, et alors aussi une particularité. Les temps de production ne sont pas les mêmes. Après, une application, ça prend du temps aussi. Mais évidemment, et les tests aussi sont... Nous, on n'a pas les mêmes batteries de tests, je pense. Du coup, parce que nous, c'est très humain, on est dans l'apprentissage, où il y a une batterie de tests en inter qui est très différente. Ça dépend aussi du secteur, évidemment. C'est ça, comme on est obligé d'obtenir... Enfin, on arrivait à faire du compost en 2 mois, il fallait au moins que le test dure 3 mois, quoi. C'est ça. Donc ça prenait beaucoup de temps. J'entends que, en fait, tous les deux, vous venez d'un contexte qui est quand même très proche de l'université. Mais malgré tout, tu as été voir une entreprise privée pour faire tes premiers prototypes aussi. Du coup, le deuxième, oui. Le deuxième. On est passé par Kimesis, qui du coup nous a aidés pour le prototypage. Mais justement, en fait, surtout pour ce côté du coup, industrialisation, où là, on était vraiment perdus, quoi. Parce que je pense que c'est important aussi de se dire que tout n'est pas là, à proximité. Il faut aussi aller chercher, même s'ils sont proches, mais aussi aller vers ces acteurs qui sont des acteurs du secteur privé, évidemment. Pour le design industriel aussi, du coup, on est aussi passé par Edmeyer, qui est une société anversoise spécialisée en éco-conception. Justement, parce que ça, c'était un point que nous,
on ne s'y connaisse pas du Et tout. ça, vous aviez la liste des acteurs qui pouvaient vous aider ou vous avez dû prendre Alors, les pages jaunes qui n'existent plus? Je me souviens qu'avec Laetitia, on a beaucoup cherché parce qu'on savait que c'était un point essentiel, en fait, le design industriel de notre produit, parce que tant pour l'industrialisation que pour l'aspect esthétique, comme c'est un produit à l'intérieur, c'est super important, et l'aspect écologique, parce qu'en fait, depuis le début, nous, on voulait avoir un projet qui a du sens. Donc, c'est pour faire un produit qui permet aux personnes de valoriser leurs déchets organiques au lieu qu'ils terminent incinérés, avec un produit qui est écologiquement parlant un désastre, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc c'était 3 points ultra importants pour nous. Et trouver le designer industriel clé, je pense qu'on en a rencontré 5. On n'était toujours pas satisfaite. Okay. Du coup, on a continué à chercher. Au final, on avait pris du retard en prototypage pour la partie fonctionnelle, donc ça nous laissait un peu plus de temps. Et on est rentré dans le programme Startit, qui est en Flandre et à Bruxelles, où là, ça nous a ouvert un nouveau réseau de partenaires. Et de là, on a rencontré Ed Meyer, qui est en Flandre. Mais j'avoue que c'est un peu le problème de la Belgique, c'est que tout est sectionné entre Wallonie, Bruxelles, Flandre. Et on ne nous a pas présenté du tout un partenaire flamand, oui, en étant en Wallonie de base. Donc on a dû vraiment chercher. Ça m'a permis de faire mon propre test utilisateur, parce qu'on réfléchit à faire une cartographie des acteurs qui sont impliqués dans les technologies immersives et interactives, et puis de les flaguer en fonction des compétences qu'ils peuvent fournir aux différents acteurs. Et donc ici, on voit que par rapport à la question qu'est-ce qui manque, le trou dans la raquette, c'est finalement cette cartographie qui permet aussi de vous aiguiller vers les acteurs qui peuvent, en tout cas des TPE, des PME, voire des grands comptes qui peuvent vous aider dans votre développement, en fait. Après, je le sais aussi pourquoi on ne nous a pas directement dirigés vers une entreprise flamande. C'est aussi parce que, du coup, on n'a pas accès aux subsides wallons, malheureusement, et qu'on avait été voir Wallonie Design, qui, du coup, eux, sont spécialisés là-dedans pour pouvoir nous aider vers où aller. Ils nous ont aidés à avoir un bon cahier de charges pour aller voir des entreprises en design industriel. Des designers industriels, mais par contre, eux sont aussi bloqués au niveau des subsides parce qu'ils ne peuvent pas dépasser la Wallonie. Quoi. Je reviens sur quand même le sujet un petit peu central, les nouvelles technologies, parce que tu parles de technologies immersives, interactives. Il y a aussi une technologie qu'on n'a pas abordée, et pourtant elle devient de plus en plus présente dans tous les médias, dans notre quotidien, c'est l'intelligence artificielle. On a aussi un jeune acteur qui vient de naître et qui est spécialisé en intelligence artificielle. Tu le connais, Sébastien, c'est Trail. Tu peux nous en dire un petit mot? Trail, je trouve que c'est un projet qui est super ambitieux et qui est génial. C'est parti d'une utopie qui est devenue concrète. C'est comment on peut regrouper les acteurs universitaires francophones ensemble, donc a priori des gens qui sont concurrents, en tout cas dans le système classique, de les réunir ensemble pour pouvoir travailler cette problématique en recherche appliquée et en recherche fondamentale de l'intelligence artificielle, avec cette ambition qui est vraiment noble et que je félicite. Alors que je ne suis pas du tout derrière, je n'ai rien à voir avec ça, avec ce projet-là, c'est de mettre en bibliothèque justement ces briques technologiques qui pourront être utilisées par les startups, par des chercheurs, par des grandes entreprises, et pour pouvoir justement accélérer des projets. Alors je sais que derrière le Trail, il n'y a pas que ces briques technologiques qui seront mises à disposition en open source si mon information est bonne, et donc ça c'est une vraie plus-value. C'est également d'avoir un accélérateur et un système d'accompagnement des projets, que ce soit des projets d'intrapreneuriat dans des grandes structures ou des projets où plusieurs startups pourraient se mettre ensemble. Et donc, pour moi, c'est vraiment un énorme drapeau qui a été planté sur le territoire et qui aura des conséquences positives dans les années à venir. Et là, c'est mon point de vue personnel. Et la Belgique et la région wallonne en particulier manquaient justement de ce coup de kick sur cette problématique qu'est l'intelligence artificielle. On a entendu chez Adélaïde et Robin que finalement, la techno, c'est rien, c'est le besoin. Et donc, la techno répond à un besoin marché, un besoin utilisateur. Eux, ils ont l'envie de faire avancer et de répondre à ce besoin. Mais ici, en matière d'automatisation et finalement d'intelligence artificielle, le besoin est énorme. Et dans tous les secteurs d'activité, on voit que les organisations, qu'elles soient marchandes ou non marchandes, ont ce besoin-là. Et donc, d'avoir un acteur qui vient sur le territoire régional
et j'ai envie de dire régional, birégional, puisqu'on parle de Bruxelles aussi, avec cette proposition de valeur, c'est une avancée qui est majeure. Et j'ai envie de même de plaider, si on pouvait avoir des trails sur les différentes briques technologiques, et même celles qui vont venir, ça serait top. On aurait une force en région Wallonne et en communauté Wallonie-Bruxelles qui serait vraiment incroyable. Tu parles de ces acteurs qui collaborent, donc ici université, centre de recherche, il y a aussi des acteurs industriels, enfin, le consortium est assez varié. Et les technologies, quand on mêle les technologies, par exemple, tu parlais de faire du prototypage, par exemple, tu l'avais dit dans l'industrie 4.0, je crois que tu avais cité un projet dans le secteur automobile. Oui. Mais donc là, de nouveau, on lie plein de technologies pour pouvoir réussir à accélérer un projet qui reste un projet qui est en conception. Oui. Donc, tu l'as dit, expérience immersive, on va y voir de l'interaction homme-machine, donc du computer vision, on va avoir de l'intelligence artificielle pour enrichir finalement les analyses. Donc c'est ça aussi. Exactement. Ici, je trouve que l'analogie avec les notes de musique, finalement, toutes ces briques technologiques sont des notes de musique et on compose un morceau en les agençant, et toujours comme Adélaïde et Robin l'ont bien dit, par rapport à des besoins utilisateurs. Quand on voit après qu'on soit preneur ou pas, si on revient à la voiture du futur, et le futur c'est demain, elle va pouvoir nous géolocaliser, elle va avoir avec les data, la collecte de data, savoir que je suis consommateur de tel produit ou tel service, et donc en réalité augmentée, je vais voir apparaître ces informations ou pas, si je demande qu'elles n'apparaissent pas, sur mon pare-brise, et savoir qu'à proximité, il y a telle offre, ou quand je suis perdu, je vais avoir ce pare-brise interactif qui va permettre de pouvoir avoir une demande comme je pourrais l'avoir sur mon écran de téléphone ou ma tablette. Et donc, tout ça, finalement, c'est de l'interaction machine, mais derrière ça, je l'ai dit, il y a de la réalité augmentée, il y a de l'intelligence artificielle, il y a de la géolocalisation, plus d'autres technologies, mais c'est toutes ces briques qui s'assemblent et qui font qu'il y a une proposition valeur qui est pertinente ou pas, et ça, c'est l'utilisateur et les tests utilisateurs qui détermineront si elle l'est ou pas. Il nous reste encore quelques minutes. Moi, en tout cas, si je dois commencer à un petit peu clôturer cette table ronde, ce que j'entends, en fait, d'abord ce que je ressens, c'est faire partie d'une communauté. C'est qu'on soit acteur de terrain, que vous soyez une start-up ou une autre entreprise, finalement, on aime partager, on aime aider. Et je pense que c'est ce qui fait aussi la force du territoire, c'est qu'aujourd'hui, finalement, on se retrouve très fort à se retourner très vite vers quelqu'un quand on a un besoin, et souvent on trouve les bonnes personnes. Donc c'est quelque chose que je trouve en tout cas important dans ce qui a été dit. Maintenant sur la partie nouvelles technologies, je crois que là, avec encore l'exemple que tu viens de présenter, Sébastien, elles sont là. Je crois qu'on en a cité déjà pas mal, on pourrait peut-être en citer plus, mais on arrivera toujours à trouver la personne qui pourra vous aider, mais ce n'est pas ça l'essentiel. Je pense que l'essentiel, c'est effectivement cette proximité qu'on crée entre différents acteurs. Et donc moi, c'est ce que je retiens en fait, de cette table ronde. Et vraiment, déjà, je vous remercie parce que c'était très, très éclairant à ce niveau-là. Alors, voilà pour mon petit point de clôture. Qui veut... Je sais que Robin, tu es un petit peu pressé, parce que justement, en parlant de communauté, tu as... qu'est-ce que tu vas faire là, dans les prochaines minutes? Donc, je vais aller à l'incubateur, donc au Y Incubator pour des étudiants et des jeunes diplômés. Et en fait, ils organisent des ateliers, évidemment, pour former sur différents sujets, parce que, évidemment, c'est toujours une aventure où on apprend beaucoup. Mais aujourd'hui, c'est un focus group, donc c'est vraiment un groupe où on partage des expériences, des idées. Et la thématique aujourd'hui, c'est pour convaincre des investisseurs. Donc, c'est plutôt pour des projets qui sont déjà passés par une phase d'exploration, de prototypage, et qui, du coup, là, maintenant, s'intéressent sur leur vision à long terme, et de se dire, OK, est-ce que j'ai besoin d'avoir des investisseurs ou pas? Et si oui, comment je peux faire cette démarche et commencer cette aventure de levée de fonds? Et donc, comme on en a fait une, on partage aussi notre expérience, et c'est aussi chouette d'en parler. Parfois, on est encore challengé sur la manière dont on va nous faire notre prochaine levée de fonds, mais c'est aussi de répondre à des questions de ceux qui veulent passer par là. Et, parce que voilà, évidemment, c'est quelque chose, là, c'est clairement quelque chose pas de naturel. C'est quelque chose qui doit s'apprendre, c'est plein de réflexes. Et en soi, c'est du bon sens, mais il faut pouvoir structurer tous ces parcours-là. Donc oui, c'est un chouette échange que je vais avoir avec eux, et ça dure 2 heures, et puis avec un petit verre, et que ça permet
de pouvoir vraiment échanger un maximum. Voilà. Vas-y Robin. Adélaïde, si toi tu dois un petit peu résumer ce que tu as entendu ou un point qui t'a étonné dans ce qui a été dit, que tu as envie de souligner pour les personnes qui nous écoutent. En fait, je pensais à un élément, justement, à la question « qu'est-ce qui me manque ?» C'est vrai qu'il y a un point où je me suis dit, ça j'ai oublié de le dire, c'est le fait que des fois, je trouve qu'il manque dans cet aspect Belgique, quelque chose qui réunit un peu toutes les... Parce que, typiquement, je pense à Capinov et ID2Move, qui se sont un peu... pas assez vus. Et je pense qu'il manque peut-être quelque chose pour donner plus de visibilité en Belgique et pas seulement, par exemple, dans le Brabant wallon ou seulement... Parce que je pense que c'est important de le faire aussi par région, par province, mais aussi peut-être quelque chose de plus gros pour justement donner plus d'ambition aux sociétés. C'est un petit point auquel j'avais pensé. Et sinon, je me rends compte que je n'ai même pas expliqué que notre produit est en vente maintenant depuis une semaine et qu'on est super fiers d'avoir pu lancer les précommandes et que si les personnes veulent plus d'infos, il ne faut pas hésiter à aller sur notre site greensy.be parce que maintenant, il est possible de précommander notre produit après 4 années de travail intensif. C'est génial. Et c'est la voie tracée pour une jeune start-up qui pourrait venir. Et de plus en plus, avec le Covid, on est dans cette logique de streaming. Greensy va vendre son produit et développer une application interactive qui permet directement, pendant la table ronde, d'acheter le produit Greensy ou de le financer dans une campagne de crowdfunding. Et donc, c'est des choses qui pourraient être... Financer en live. Il suffit de dire « je le veux », hop. Ouais, voilà. Le téléachat du forum éco-résilient. Qui est bien réel. Oui. Et il arrive le lendemain chez soi. Par drone. Sébastien, et toi, si tu dois... Moi, je suis toujours... j'adore être en contact avec les jeunes pousses et les jeunes startups. Et chaque fois, c'est le même constat. C'est d'abord le côté psychologiquement positif, et on voit qu'ils rayonnent d'avoir monté leur business. Et puis que la techno, c'est un tuyau. Et derrière, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des besoins, et que ça répond ou pas à un besoin, ça match ou pas, et que tant ici Adélaïde et Robin, la techno finalement elle est secondaire, alors que c'était la thématique du jour, mais c'est assez systématique, et je pense que ça doit être souligné, puisqu'il y a souvent ces discours très technocentrés. Derrière, il y a des êtres humains, des utilisateurs, et on le revoit ici. Et donc ça, je crois que beaucoup d'acteurs en tiennent compte, et tant mieux, donc je m'en félicite. En fait, c'est vraiment la technologie au service de quelque chose. Exactement. Sinon, ça ne sert à rien. Et au service de la société, peut-être. On parle beaucoup d'impact social, environnemental. Est-ce que vous-même, vous sentez que votre projet, vous voulez le pousser vers cet impact, un projet plus fort de sens ? En fait, nous, c'était notre objectif de départ, honnêtement. On voulait absolument un projet qui avait du sens. Et grâce à notre background en ingénieur, on s'est dit pourquoi pas mettre la technologie vraiment au service de l'environnement et d'aider les personnes à être plus éco-responsables. Et c'est vraiment de là qu'on est parti. Oui, moi, je suis passionné par l'éducation et par ce domaine-là. Et nous, c'était aussi la réflexion de qu'est-ce qu'on peut faire avec la technologie pour avoir un impact social sur l'apprentissage des langues ou même sur l'éducation de manière générale, voir ce qu'on peut faire. Et donc, ouais, c'est quand même la motivation. Surtout, je pense qu'on a cette logique de, on sait la valeur qu'on peut apporter. Évidemment, il faut pouvoir mettre en place les choses pour avoir un impact encore plus grand. Et je pense que c'est ce qu'on va faire. C'est un peu notre futur. Mais oui, l'impact, il est à avoir. Et j'espère que même Flowchase, rien que l'entreprise, pourra avoir même un impact sur la manière dont on va enseigner de manière générale après, parce que je pense qu'il y a Flowchase, mais aussi d'autres sociétés, d'autres initiatives qui permettent de maintenant essayer de repenser comment l'éducation se fait par rapport à comprendre le numérique, faire apprendre par le numérique, ne pas voir que le numérique, évidemment, ne pas juste voir des écrans, mais de pouvoir essayer de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire avec et comment on peut se l'approprier à n'importe quel âge, et aussi peut-être même pour créer son propre projet comme on le fait maintenant, quoi. C'est ça, parce qu'on a beaucoup parlé de start-up, mais je pense que c'est vraiment un message qui s'adresse à des entreprises plus matures, et ça, c'est vraiment important. Un point qui est, je pense, très, très important et qu'on voit dans des programmes d'accompagnement, souvent, un besoin qui est très fort mis en avant, c'est en fait souvent d'être un petit peu trop dans
on va dire, un cycle de pensée perpétuel, être dans son idée, voilà, mais en fait d'avoir besoin d'aller au contact des autres pour pouvoir justement être finalement plus proche de la réalité. Et tu l'as très bien dit à un moment, ne pas être seul. Ne pas être seul. Et donc, voilà, donc, nous, évidemment, ces tables rondes, je pense que ça peut être un beau message de fin, de clôture, c'est de dire finalement il manque une place, c'est celle qui est de la personne qui est derrière son ordinateur, derrière son écran, et qui pourrait tout à fait se dire qu'il est là à côté de nous. Et c'est facile de nous contacter, c'est facile de contacter Adélaïde, Robin, Sébastien ou Quentin, contacter les acteurs qu'on a vus, Emilien, on a parlé de Trail, on a parlé du CEI, on n'a pas mentionné Engine aussi, avec qui on travaille beaucoup, qui travaille beaucoup aussi sur tout le soutien au digital. Donc il y a une pléthore d'acteurs. Ce qu'on vous propose, on n'a pas de slide pour vous envoyer une liste étoffée de noms de personnes de contact, c'est d'aller sur le site du forum. Il y a justement la possibilité d'écrire à l'UCM et à la province, donc vous avez un petit encart. Écrivez là-dedans, on vous répondra le plus rapidement possible. Et c'est ce qu'on vraiment s'engage à faire ici, car je crois que vraiment le message, c'est le territoire du Brabant wallon est un territoire attractif parce qu'il y a ces technologies qui sont proches de vous, mais il y a surtout ces réseaux, et qui sont là avec un esprit de communauté pour vous aider. On se souhaite bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.